Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle, Voix Plurielle et CKCU. Alors aujourd'hui, je dis d'abord d'emblée bonjour à Daniel Lofer. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel Lofer qui est journaliste et qui nous arrive avec un livre poignant que je pourrais qualifier d'étude, Venir après, qui est paru aux éditions du Faubourg. Alors, d'emblée, j'ai envie de vous dire, Daniel, à la fin de votre écriture, car ce document est une étude, comment vous êtes-vous senti? Alors moi, je qualifierais plutôt de récit polyphonique, parce que pour moi, c'est pas vraiment une étude, c'est un récit littéraire à plusieurs voix, je dirais, parce que nous sommes 20 dans ce livre. Vous voulez savoir comment je me sens? Je me sens Oui. très honorée de voir que ce livre reçoit un accueil auquel je ne m'attendais pas, émue, bouleversée, parce que écrire sur les enfants déportés et s'apercevoir que ça peut intéresser d'autres personnes que les gens qui ont eu des parents déportés, qui ont été élevés par des parents déportés, c'était un peu mon objectif et donc je suis assez bouleversée. Si la question c'est de savoir si je me sens libérée, soulagée, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas vous dire ça parce qu'en fait, non, je vis avec ces souvenirs, je vis avec ces histoires. J'ai rajouté à mon histoire à moi celle des témoins qui m'ont fait confiance et qui ont accepté de se confier à moi. Et je pense avoir fait à la fois un œuvre de témoignage, mais j'ai essayé aussi de faire œuvre de littérature. Alors c'est un peu prétentieux, pardonnez-moi, mais j'ai pas voulu que ce soit des témoignages secs les uns derrière les autres. J'ai voulu tisser nos voix, j'ai voulu donner un peu de profondeur à quelque chose qu'on vivait tous, mais sur lequel on n'avait jamais réussi à mettre des mots. Et à mettre des mots qui soient un peu des mots, comment dire, pas trop violents, même si, parce que c'est une histoire quand même très très violente, avoir été élevé par un ou des parents déportés qui ont parlé ou qui n'ont pas parlé. Ça a été quand même très déterminant dans nos vies à tous. Et on s'est tous baladés avec des fantômes dans la tête, des angoisses, et puis ce besoin de témoigner qui aujourd'hui se fait plus fort encore et plus pressant puisque les derniers témoins sont en train de partir les uns après les autres. Et il ne reste que nous qui n'avons pas vécu cette horrible barbarie délirante et déshumanisante, mais qui en avons vécu un peu comme les déchets radioactifs, comme le dit la psychanalyste Yolanda Gampel, c'est-à-dire que nos enfances, nos vies ont été marquées par la souffrance de ses parents, de ceux ou de ses parents qui sont sortis de l'enfer. D'autant que pendant très longtemps, vous ignoriez complètement ce qui s'était passé. Complètement, oui, parce que comme beaucoup, je pense que beaucoup de parents ont voulu épargner leurs enfants, ils ont voulu repartir à zéro. De toute façon, il fallait repartir à zéro, il n'y avait plus rien. Ils ont voulu être des Français, ils ont voulu oublier tout ça et ouais, se construire des vies. Sauf que comment est-ce qu'on peut oublier? Personne n'a oublié. Donc, ils ont tenu ça à distance, ils ont... ma mère, par exemple, fait partie des gens qui ont été clivés, c'est-à-dire qui s'en sont sans doute sortis parce que elle a tenu ses émotions à distance pour ne pas être envahie, engloutie. Oui, elle a installé un paravent entre elle et ce qu'elle a vécu. Voilà. Alors, on va commencer par le début, si vous voulez bien, Daniel Lofer, parce que vous êtes né au Maroc. Oui, par hasard. Par hasard.
deux parents ashkénazes, Complètement. avec le regret quand même de ne pas avoir acquis la culture marocaine, Oui. quelque part, mais dans les années 64, je crois, Moi, vous je avez trouvé c'est un, oui. 80, non? Votre premier voyage en Israël. C'est en 1984. Mais Voilà, j'avais où déjà quitté le Maroc. vous avez retrouvé l'Orient, vous avez retrouvé les odeurs, vous avez retrouvé, Ouais. en un seul mot, l'Orient, d'accord? Ouais. Donc, vous êtes né au Maroc, vous avez grandi au Maroc, mais j'ai presque envie de dire, sans chaleur humaine, puisque vous êtes les deux sœurs enfants d'un couple qui s'est séparé, chacun ayant pris une des deux filles, Mais ça, avec peut-être chacune le regret de ne pas avoir été pris par l'autre. Enfin, c'est ce qu'on lit entre les lignes. c'est-à-dire que lorsque mes parents, en fait, jusqu'à 15 ans, jusqu'à l'âge de 15 ans, on a vécu avec nos deux parents au Maroc et Tout à fait. ça a été ma chance parce que, en fait, mes amis juifs séfarades m'ont donné toute cette chaleur, cette joie de vivre, Il etc., vous manquait à la maison, qui est un peu absolument. absente puisque notre mère était quand même assez particulière, un peu étrange, un peu. Bon, Absente, aujourd'hui, je sais, oui, absente. Aujourd'hui, je sais qu'elle était traumatisée, mais à l'époque, je ne le bien savais pas, sûr, je ne bien comprenais. sûr. Donc ensuite, effectivement, il y a eu la guerre des 6 jours. En 1967, ma mère a eu peur et nous a envoyés toutes les deux à Paris où on a vécu avec notre père. Et j'ai grandi à Paris. Et en 1984, j'ai fait mon premier voyage en Israël. Et effectivement, ça a été une expérience extraordinaire pour moi parce que, comme vous l'avez dit, j'ai retrouvé l'Orient, mais surtout, j'ai rencontré des gens qui étaient comme moi. Et j'ai compris, grâce à une rencontre avec Régine Weintrater, qui est psychanalyste et qui est d'ailleurs dans mon livre, que j'ai connu à ce moment-là, qu'en fait mes angoisses, parce que moi je suis très angoissée, je pensais beaucoup à la mort, j'étais anorexique quand j'étais petite, je suis asthmatique, je suis allergique, je suis claustrophobe, enfin je suis Woody Allen au féminin, moi toute seule. Peut-être, j'ai pas cet humour dévastateur, mais enfin bon. Et j'ai compris que j'étais victime d'un syndrome collectif qui était le syndrome des enfants survivants. Et donc, il y a eu plusieurs choses qui sont passées en Israël et tout d'un coup, j'étais plus seule. Ma peur de devenir folle était remise à la bonne place, c'est-à-dire, bah non, je ne suis pas folle, c'est juste que je suis l'héritière, la fille d'une femme qui est rescapée de l'enfer. Et donc, ce que je vis, on est nombreux à le vivre. Sauf que j'en ai jamais parlé avec personne. Pour ce livre, j'ai cherché des témoins et je me suis aperçue que parmi mes amis, il y avait deux personnes qui étaient enfants de déportés, mais je l'ignorais. On n'en parlait pas. C'est des Au choses même titre que des amis, au même titre, Daniel, que des amis de votre mère au Maroc qu'ils ne savaient pas. n'ont appris qu'après son départ, qu'elle avait été déportée. Ouais, on n'en parlait pas. C'était des choses. Moi, dans les années 70, quand j'essayais je commence le livre comme ça, quand je disais, ma mère était déportée, il me disait alors, qu'est-ce qu'on s'en fout, mais ça va, tu vas pas nous emmerder avec tes histoires. Les gens ne voulaient pas en entendre parler. Donc j'en ai pu parler. Et à tel point qu'aujourd'hui, j'ai des amis qui me disent, en tombant sur le livre, mais on ne savait pas du tout. Oui, bah, d'abord, c'est pas des choses qu'on dit autour d'une tasse de thé. Au fait, tu sais, mais voilà, le silence s'est installé, on a essayé puis on a fait nos vies tous, malgré cette douleur, ce traumatisme, on a quand même, et ça j'insiste, parce que nous ne sommes pas des victimes, c'est nos parents qui ont été des victimes. Nous, on a des choses affreuses dans la tête, des fantômes qui nous entourent, qui viennent nous visiter pendant notre sommeil, des grands coups d'angoisse quand on entend mort aux juifs dans les manifestations ou quand on a l'impression que l'antisémitisme revient, on a peur, mais en même temps, on a construit nos vies, on s'est mariés, on a des enfants, on a des boulots, voilà, on tient sur nos deux jambes, quoi. Mais on doit témoigner, quoi. On doit témoigner parce que c'est pas possible que les gens aujourd'hui disent ça n'a pas existé. C'est pas possible. Nous, on le sait que ça a existé. On a nos cauchemars nous le rappellent. On a vu nos parents. C'est pas possible, quoi.
Voilà, donc. Et quelque part, j'ai presque envie de vous dire tout de suite, ce n'est pas un hasard que les deux sœurs soient psy. Ah, mais moi, Vous je avez suis. baigné. Non, vous n'êtes pas psy, mais vous avez baigné quand même. Vous Ah, êtes bah, entouré de psy. Et je oui, crois que vraiment, vous avez baigné. oui. D'accord? Moi, je Et dis. la plupart des témoins que vous avez interviewés, que vous avez interrogés, ont Oui, tous 20 ans d'analyse derrière, enfin, avec des témoignages bouleversants. beaucoup, oui, beaucoup ont effectivement essayé de mettre des mots sur toutes ces angoisses et cette culpabilité d'exister dont parlent certaines des personnes que j'ai interviewées parlent de cette culpabilité d'exister il y a des gens qui me disent mais c'est quoi cette culpabilité d'exister, on ne comprend pas, mais c'est juste que sans doute nos parents se sont sentis coupables d'avoir survécu alors que 6 millions de personnes sont mortes. Et eux, ils se disent, mais pourquoi moi, je m'en suis sortie? Et nous, on est les enfants de ces gens-là. Et donc, on a repris, on a intériorisé leurs angoisses, on les a fait nôtres, et nous aussi, on est coupables un peu. Enfin, voilà, c'est pas rationnel, évidemment, c'est inconscient. Et je vais même plus loin parce que le ressenti négatif, et même dans une même famille, par exemple, l'antagonisme entre votre mère et sa sœur. Oui. Bah, sa sœur n'a pas été déportée. Ben oui, justement, Maintenant, c'est pour ça que je parle d'antagonisme et donc de vécu négatif. C'est que quelque part, c'est comme un reproche non dit. oui. Il y a pas mal de non-dits dans tout ce livre. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est ma tante américaine qui est partie, enfin ma tante qui est partie aux États-Unis avec toute la famille de ma mère, qui avait l'impression que si ma mère n'était pas allée aux États-Unis pour la rejoindre, c'est parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle s'est raconté l'histoire comme ça, parce que je pense que dans le fond, elle se sentait peut-être coupable de ne pas avoir été déportée alors que ma mère l'avait été. Vous voyez, c'est un peu tordu comme truc, mais chacun essaye de s'en sortir comme il peut avec sa Un petit culpabilité. peu, bien sûr, bien sûr. Alors Daniel, j'ai envie de vous demander, parce que là, il y a 11 chapitres qui sont vraiment à lire avec minutie, ok? Dans le deuxième chapitre, vous l'avez intitulé Des parents étranges. J'ai presque envie de dire qu'il manque un R, des parents étrangers. Oui, bah oui. Étranger, vous avez raison, bien sûr. Beaucoup avaient un accent, beaucoup parlaient yiddish à la maison, beaucoup sont arrivés en France. Il Le y en a, yiddish était pour beaucoup d'entre vous, enfants ayant recueilli la déportation de certains de vos parents, le yiddish était la langue du secret dans chez moi, certaines familles, chez moi, c'était l'allemand parce que ma mère était juive parce que allemande votre mère était allemande. et elle parlait pas du tout le yiddish. Cela dit, je regarde Shtisel en ce moment à la télé et je comprends. J'ai l'oreille qui est faite à cette langue, enfin je comprends. Euh, mais oui, c'était la langue familière. Le français, il y a beaucoup de gens qui ont eu un français un peu trébuchant, ils roulaient les R, c'était pas leur langue maternelle. Mais ma mère, par exemple, qui ne parlait pas le yiddish, ne parlait pas si bien que ça le français. Elle piochait dans l'allemand les mots qui lui paraissaient les plus justes. Elle disait ah là là, mais ce chien il est confortable. Gemütlich en allemand, ça veut rien dire un chien confortable, ça nous faisait rire. Et donc c'était des gens déracinés quand même, déracinés. Et ils nous ont donné une nationalité qui n'était pas la leur au départ. Ils nous ont donné une langue maternelle qui n'était pas la leur. Ça fait de nous aussi des personnes un peu déplacées, entre guillemets, un peu décalées, Vous euh, êtes assis sur une chaise à trois pieds, en fait. un peu. Vous êtes bancal. Un peu, moi je pense qu'on en a fait enfin moi j'ai fini par en faire une force, encore que par moments je trouve ça toujours un peu difficile, mais j'ai appris, moi je suis toujours étrangère partout, alors j'ai des tas d'amis, j'ai beaucoup d'amis, j'ai une famille, mais je suis toujours dedans dehors en fait, voilà, dedans dehors, avec cette espèce de sentiment peut-être archaïque et atavique que peut-être demain il va falloir que je fasse ma valise et que je m'en aille, c'est idiot, c'est complètement idiot, mais je me sens de passage. Et si je regarde un peu la généalogie de la famille du côté de ma mère, il n'y a pas une génération qui soit née dans le même pays. Moi, ma fille est née à Paris, moi je suis née au Maroc, ma mère est née en Allemagne, ses parents étaient nés en Russie, enfin et voilà, et au milieu de tout ça, la tragédie absolue qui a
arraché des familles, décimé des familles, des gens qui se sont retrouvés, qui ont perdu leurs parents, parfois leurs conjoints, parfois leurs enfants d'un premier mariage, Oui. et qui ont refait vie. Et nous, on est là, ben nous, on est fracassés par ça. Mais on n'est pas que fracassés, on est aussi, on est vivant, on rigole, mais ça fait partie de nous. Et ça, on a tous, vous savez, on a tous envie d'en témoigner. Quand j'ai cherché pour ce livre, parce que je ne voulais pas être toute seule dans ce livre, je voulais qu'on soit plusieurs, je voulais recueillir d'autres paroles que la mienne pour que ça soit un peu plus universel qu'une histoire singulière, la mienne qui finalement n'intéresse pas grand monde, à part peut-être mes proches et encore. Et ce qui m'a bouleversée, c'est que tous les gens qui ont témoigné m'ont remercié. Ils me disaient merci de faire ce livre. Moi, je veux dire, Vous les avez quelque part aidés à libérer la parole. Ben, je sais pas, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je pense que et ils sont avec moi dans ce livre. Alors évidemment, c'est moi qui le signe, c'est moi qui l'écris, mais ils sont avec moi, quoi. Voilà. Tout à fait, tout à fait, ils sont hyper présents. Alors Daniel, il y a quelque chose qui m'a étonnée, c'est que, en effet, vous reprenez le déroulement, la vie de votre mère, mais vous parlez quand même assez peu, au fond, de votre père. Oui, parce que lui n'a pas été déporté, c'est pas l'histoire. Oui, mais c'est l'impression, parce que dans une page, il dit, enfin, lui était beau parleur, il avait beaucoup d'humour, je crois, et quelque part, j'avais presque l'impression qu'il avait un petit peu, il était gêné par la présence de votre mère en disant, elle, c'est la silencieuse, regardez, moi, ok, euh, j'en sais rien parce que le couple a quand même divorcé, mais il y a un parallélisme étrange que vous soulevez quand même. Vous avez eu votre fille au même âge que votre mère, vous avez divorcé de votre premier mari au même âge que votre maman. Enfin, il y a... Ma mère m'a envoyé, oui, ma mère s'est séparée de mon père et m'a envoyé vivre avec mon père à l'âge auquel elle-même a quitté sa mère pour aller vivre avec son père. Mais bien sûr, la répétition, évidemment, oui, oui, bien sûr. elle est flagrante. Oui, tout à fait. Et Oui. alors, quand on lit ces interviews de gens que vous avez contactés, en fait, il y a deux positions. Il y en a qui n'ont pas été informés, dont les parents revenaient de déportation et n'ont pas voulu en parler. Ils parlaient entre eux, donc c'était le yiddish qui était la langue témoin de leur déportation. Et il y en a qui ont trop vécu, Qui ont trop parlé. justement, qui ont trop parlé et les enfants ont trop baigné dans le récit des parents déportés, et la douleur est la même, elle est aussi profonde. Bah, c'est-à-dire que je pense que, en tout cas, parmi ceux que j'ai rencontrés, la majorité ont découvert qu'ils étaient enfants déportés. On leur a pas dit quand ils étaient enfants. Il y a un témoin, Mathias, qui lui a baigné là-dedans avec une très grande violence. Son père lui parlait d'Auschwitz tout le temps, à lui, à son frère et à sa sœur, en disant il faut que tu fasses ci, sinon tu t'en sortiras pas à Auschwitz, comme si Auschwitz allait revenir. Et lui, il a grandi là-dedans. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, je trouve que son témoignage, enfin ce qu'il dit, est incroyablement puissant. Et ce livre n'aurait pas été ce qu'il est s'il n'y avait pas eu ce témoignage-là. Mais après avoir lu le livre, il a dit, je m'aperçois finalement, enfin, il a pensé toute sa vie que ça avait été une très grande violence, une trop grande violence. Et il a dit, mais finalement, je me demande si c'était pas pire de n'avoir rien su et d'avoir grandi dans le silence. Donc, vous voyez, il n'y a pas de... Voilà, c'est de toute façon, c'était quelque chose euh, de dit ou de pas dit, mais c'était là, quoi. C'était là, je veux dire, c'était là. Après, il a fallu que nous, on apprenne à essayer de mettre des mots, de comprendre que ce n'était pas notre histoire, mais que si on était angoissé, si on avait des problèmes, c'est pas forcément que à cause de ça, mais c'est aussi à cause de ça. Aussi, oui. Mathias, il dit à un moment un truc que je trouve incroyable, et il a raison, il dit, est-ce que nos parents étaient dingues parce qu'ils ont été déportés? Est-ce qu'ils étaient dingues avant et que la déportation les a pas arrangés? Ou est-ce que c'est la déportation qui les a rendus dingues? Mais comment trouver la réponse? On n'en sait rien. Il y avait certainement
Absolument, absolument. On ne saura jamais. Et alors, Daniel Offert, à un moment, parce que vous avez été élevé en dehors du judaïsme. Complètement. Complètement, d'accord? Ouais. Mais certains de vos amis vous rejoignaient en disant, de quelle religion tu es, toi? Moi, aucune. Ben, c'est pas possible. Ça, c'est quand Il n'y a que les fous qui n'ont pas de religion. Et donc là, c'est magnifique parce que à table, vous foncez dans le salon où les adultes prennent le café et vous interrompez la conversation. On a une religion, nous? Mon père me répond. Ben oui, on est juifs. Oh, je retourne dans la chambre des enfants victorieuses. On n'est pas fous, on est juifs. Je trouve que c'est vraiment, c'est presque une boutade, une histoire yiddish. Ouais. Oui, oui, mais ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi d'être juif. Ça ne voulait pas dire grand-chose puisqu'on n'a jamais fait les fêtes. Ça voulait dire que je n'étais pas complètement comme les autres. Encore qu'au Maroc, j'avais beaucoup d'amis juifs. On était invités souvent chez nos amis. On faisait la mimouna. Enfin bon, il y avait quand même un certain nombre. Mais chez nous, il n'y avait rien. Et ma mère ne s'est jamais sentie vraiment juive, malgré la déportation, à la sortie des camps. Pour elle, je pense que ça a été une absurdité, un truc. Voilà. Les juifs allemands, vous savez, ils étaient extrêmement assimilés. Ils se sentaient plus allemands que juifs. Enfin, ça n'avait pas de sens. Tout à fait. Donc, en fait, moi, j'ai navigué dans des milieux qui n'étaient pas forcément. J'avais pas forcément que des amis juifs. Là, encore aujourd'hui, ma fille n'est pas. Moi, je suis juive, mon mari ne l'est pas. Ma fille, elle est parfois. Enfin. Voilà quoi. Bon, cette histoire, ce livre, je l'ai écrit pour elle. Pour l'instant, elle tient ça à distance. C'est trop lourd pour elle. Elle me dit, mais écoute, c'est tes histoires. Je raconte dans le livre une migraine abominable, elle était paralysée d'un côté, elle souffrait atrocement. Je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que je lui ai mis dans la tête? Est-ce que c'est ça ou pas? Comment savoir? C'est toujours pareil. Comment savoir? En tout cas, si elle n'a pas envie d'entendre parler de ces histoires aujourd'hui, maintenant, elle a ce bouquin, si elle veut savoir. Elle l'a. Elle peut le lire. Elle peut essayer de comprendre. Parce que c'est aussi son histoire. Et d'ailleurs, j'espère que ça restera son histoire, mais qu'elle n'en souffrira pas. Parce que, voilà, quoi, c'est toutes ces souffrances qui continuent de génération en génération. Enfin, on est juif et on souffre parce qu'on est juif, alors que on n'a pas demandé à être juif. On ne renie pas le fait qu'on soit juif. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est une culture. Moi, je me sens. C'est une culture que j'aime, vraiment. Je veux dire, mais bon, on va continuer à massacrer les gens parce qu'ils ont cette culture. On va continuer à leur dire, à les considérer comme. Enfin bon, je veux dire, c'est insupportable. C'est insupportable. On n'est pas nombreux. On est un tout petit nombre, pourquoi on nous emmerde? Alors, Daniel Lofer, ce qui m'interpelle dans votre livre, c'est que je n'ai jamais trouvé le mot de résilience. Est-ce à dire que vous ne le faites pas vôtre? Si vous voulez, pour moi, la résilience, c'est un peu la tarte à la crème de notre époque. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et Dieu sait que j'aime Boris Cyrulnik, que je connais bien. Je trouve que c'est un type merveilleux, mais la résilience, c'est normalement quand on a rencontré un adulte qui a aidé à s'en sortir. Moi, je ne peux pas dire que moi, je m'en suis sortie parce que j'ai fait un boulot sur moi, parce que j'ai rencontré des gens. Moi, la résilience, si vous voulez, c'est un concept. Je sais que c'est une manière de dire on peut toujours s'en sortir. Et ça, je suis d'accord, on peut toujours s'en sortir, c'est vrai. Vous savez, je suis journaliste, psycho, j'en ai écrit des articles sur la résilience. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai été résiliente. Il n'y a pas eu un adulte qui est venu me voir en me disant, ma petite chérie, tu es quelqu'un de merveilleux, tu es formidable, tu vas dépasser ça. Moi, j'ai fait des rencontres dans ma vie qui m'ont permis d'avancer, ce que je suis aujourd'hui, je le dois à toutes ces rencontres, à ces gens, voilà. Mais je sais pas si je suis résiliente. Attendez, je suis hyper angoissée. Moi, j'ai encore une crise d'angoisse cette nuit. J'ai cru que j'allais mourir cette nuit. Je me suis réveillée. J'avais le cœur qui me faisait mal. Enfin bon, vous voyez, résilience. Je crois que quelque part, ce qui vous a sauvé, en fait, c'est un petit peu cette culture orientale que, de manière induite, vous avez acquise au Maroc. Ah, c'est la joie de vivre, l'envie de faire la fête, les copains. Voilà. Moi, j'ai le goût du plaisir. Alors,
je suis ashkénaze parce que je suis profondément. Moi, on m'a souvent dit que j'étais pas positive. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais de quoi l'homme est capable. Donc moi, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de positif. Alors, on dit que je suis négative parce que je suis lucide. Oui, je suis lucide, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des grands moments de rigolade, d'avoir des grands moments de plaisir et de bonheur. Je suis ravie de parler avec vous. Là, c'est un moment délicieux pour moi, même si ce dont je parle n'est pas forcément très gai, mais ce moment d'échange, il est précieux. Il est précieux, quoi. Donc, Eh bien, ce que je retiens également, parce que les témoignages sont vraiment troublants, certains se réfugient dans la pratique religieuse. Il y a un très beau chapitre sur un des interviewés qui décrit très très bien. En fait, il a retrouvé le calme, le silence intérieur, mais le silence bienfaisant, en respectant l'année de deuil de son père. Ouais. C'est parce qu'il a été obligé de dire Kaddish matin et soir pendant un an. Ouais. D'accord ? Et le mot de la fin, c'est vraiment ce livre est pour ses filles et pour tous ces enfants auxquels on n'a pas parlé. Ouais. C'est-à-dire que vous en avez parlé à votre fille. Alors, ma fille me reproche de lui en avoir trop parlé quand elle était petite, alors que sincèrement, je n'ai pas le sentiment de lui en avoir parlé tant que ça, mais en tout cas, elle a eu l'impression que je l'avais bassinée avec ses histoires. Et je pense que ça a été trop pour elle, ouais, c'est trop. Alors, vous voyez, j'ai fait l'inverse. Oui. Ça a été trop pour elle, et là, par exemple, je sais qu'elle a commencé mon livre, mais bon, je pense qu'elle ne va pas le terminer tout de suite, elle va attendre un petit peu, elle a besoin oui, d'évacuer autre chose avant de l'ingérer. De faire sa vie en dehors de ça, et j'espère pour elle que ça ne la rattrapera pas. Je voulais lui laisser à elle une trace, quelque chose. Elle n'est pas obligée de le lire, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, voilà. Absolument. Ce livre est pour toi. Daniel Lofer, ce que je peux vous souhaiter, c'est de continuer à rendre visite à vos amis en amenant du cumin, de la menthe pour faire les keftettes. J'adore faire les keftas, moi. Partout où je vais, j'arrive avec mon camoun et mon kefta. J'ai bien retenu, Daniel. Et je fais les keftas et j'interdis aux gens de les faire. C'est moi qui fais les keftas. Je rappelle Venir après, aux éditions du Faubourg, de Daniel Lofer. Nos parents ont été déportés. Merci, Daniel. Merci à vous infiniment. Merci beaucoup. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle, Voix plurielle et CKCU.